Voilà, j'ai un peu la force et peut-être l'âge. Ah voilà. Donc, je laisse ça au sociologue. Alors, je voudrais juste dire tout le grand plaisir que j'éprouve pour être ici et échanger, je veux dire, parce que je devais normalement me retrouver même derrière dans le public parce que tellement de sommités intellectuelles sont ici en train de nous regarder qui, à mon avis, pourront même nous faire des leçons d'agrégation dans leur domaine. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier les initiateurs de ces réflexions, notamment Pape, que je salue et que j'encourage dans cette démarche. Je voudrais aussi remercier tous les participants, les experts conférenciers, même le mot expert même, donc ne me séduit pas trop. Bon, je voudrais juste remercier donc tout un chacun pour dire que nous sommes à la croisée des chemins, comme on l'a si bien dit tout à l'heure, mais juste pour dire que aussi donc c'est par humilité et que la tâche elle est redoutable, elle est aussi autant dangereuse dans la mesure où je commence en premier, mais elle est exaltante aussi. Cela dit, je pense que à force des choses, on nous mêle à des activités. Adama est là, je pense que cela fait 2 ans ou quelque chose comme ça. On avait participé ensemble à des activités comme ça à Gorée Institute, sur le modèle démocratique sénégalais, un peu, et la stabilité, même dans la sous-région. Donc ce sont des questions qui reviennent souvent. Cela suppose que aussi nous avons des problématiques, et au-delà même des problématiques républicaines que nous partageons avec nos voisins, ou bien même dans un espace bien précis. D'où la question de l'intégration qui me semble être assez importante dans le contexte où nous nous trouvons. J'ai 10 minutes. Je pense que je vais essayer d'aller très vite par rapport à donc, ce qui doit être dit, quoique tout mériterait d'être dit. Je pense que donc, Maître est là, Pape, il y a d'autres qui sont là, qui, voilà. Et je suis venu donc pour avoir juste une perception, l'œil du constitutionnaliste par rapport à notre histoire. Alors, à chaque fois que l'on parle du patriotisme, moi, je suis et je regarde, parce que je sais que le patriotisme n'est pas le nationalisme n'est pas l'identité constitutionnelle n'est pas l'identité nationale, vice-versa. Alors, et quand ces mots sont prononcés, je me retrouve et je m'y retrouve dans la mesure où ce sont des mots du droit et ce sont des mots de la Constitution, constituer, c'est-à-dire mettre ensemble. Le Sénégal étant un pays souverain, parfois, la plupart du temps, c'est notre déformation intellectuelle. Hein. Je pense que Maître, qui est un de mes plus proches collaborateurs dans certaines situations, donc voilà, a campé le décor. On en parle souvent. Mais moi, je remonte à l'histoire et je me dis, pourquoi ne pas aller vers 1776, parler de la révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal. Moi, je pense que, est-ce que nous n'avons pas connu la démocratie avant les autres? Ça, c'est important. Et cela nous permettrait tout simplement de nous définir. Pour moi, la démocratie n'est qu'un idéal. On a cité tout à l'heure un leader charismatique que j'ai connu et qui est là, Ousmane Sonko. Il a réussi à déjouer un piège. On lui a demandé quelle est votre idéologie. Il a dit que je n'en ai pas, à part le pragmatisme. C'était pour ne pas se ranger derrière une idéologie peut-être qui serait en porte-à-faux avec nos réalités ou bien qui pourrait le mettre dans une situation un peu hermétique. À ce niveau, je pense que donc, si nous interrogeons notre histoire, nous pourrons y retrouver des aspects qui pourraient donc démontrer carrément que donc, voilà, nous avons connu un modèle. Maintenant, ce modèle, est-ce qu'on est à sa recherche ou bien ce modèle, est-ce que nous l'avons perdu ou bien même, est-ce que nous en faisons usage? Parce que qui parle de modèle parle de contre-modèle et peut parler aussi d'exemple à côté. 3 choses qui peuvent aller ensemble mais qui peuvent se contredire. À ce niveau, je pense que donc, comme le dit un chercheur, le concept de modèle est intéressant. Vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'il n'isole pas les valeurs, ni les représentations mentales, ni les schémas institutionnels, ni le système juridique.
encore moins la symbiose sociologique ou sociétale. Mieux, il leur donne aussi une profondeur et une épaisseur historique indispensable. Je m'en tiens à cela, puisque d'autres éléments peuvent entrer, n'est-ce pas, dans ce modèle. Pourtant, nous autres Africains, même si nos États, pour faire vite, sont en train de construire leur propre modèle en faisant naître un imaginaire, cet imaginaire-là, je peux le dater longtemps ou dans une période récente, 1970, l'école d'Alger, où il y avait, selon notre perception, avec les Karel Vazak et autres, et le juge Kéba Mbaye, l'imaginaire juridico-politique africain. Pour certains, on l'a perdu. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, à un moment donné, on n'a pas su garder ou inventer ou bien être inventif dans le concert des nations. Alors, ce décalage entre notre modèle et nos réalités, bien entendu, selon certains, ne permet plus donc de définir un modèle précis sur lequel nos orientations ou bien nos politiques sont assises. Il en est ainsi dans des périodes de troubles où les gens se cherchent, où on a des basculements, que ce soit dans certains pays, heureusement pour le Sénégal. Les révolutions, même si elles sont violentes, ne signifient pas que donc voilà, il y aurait une prise de pouvoir ou bien une prise de pouvoir par la force, mais par la force des urnes. C'est important. Donc une dose d'originalité et aussi de spécificité. Mais pour autant, on note un décalage dans la mesure où, à chaque fois qu'il y a une révolution, qu'elle soit démocratique ou patriotique, la plupart du temps, il y a des déceptions. Comme disait l'autre, il cite Marcel Prélot, le constitutionnaliste, je suis totalement d'accord. Beaucoup de révolutions mangent leur propre fils. Parce que, tout simplement, faire une révolution est bien, mais conserver les valeurs, les idéaux, les principes et les objectifs de la révolution, c'est mieux. En Tunisie, par exemple, l'un des meilleurs constitutionnalistes africains, d'ailleurs Yad Benhassou, après la révolution, à la suite, qu'est-ce qu'il a dit? On va créer une structure qui va sauvegarder les grands objectifs de la révolution. Il était à la tête de cette structure. C'est dire qu'une révolution, c'est un processus de tous les jours. À ce niveau, au Sénégal, pour moi, il doit y avoir de nouvelles orientations. Et ces nouvelles orientations, je vais les faire tourner autour de deux axes, avec des sous-axes. Deux axes majeurs. Le premier axe, c'est une réorganisation institutionnelle, solide. Il nous le faut. Le second, c'est beaucoup plus important d'ailleurs, mais c'est de cause à effet. C'est tout simplement, en réalité, une bonne gouvernance des ressources naturelles, du patrimoine public et des deniers publics. Voilà ce qui fait, ou bien ce qui ferait, tout simplement, un modèle. Pour déjouer la chose, moi aussi, je ne vais pas m'aligner sur un modèle, je donne juste des axes précis. D'abord, une organisation institutionnelle solide. Au moment où les Sénégalais viennent de désigner le 5e président de la République, où l'on prépare aussi, où l'on se prépare bien entendu à fêter le 65e anniversaire de notre indépendance, une telle question apparaît plus que nécessaire, selon moi. Il nous faut une identité constitutionnelle propre et assumée. Messieurs, dames, le tout d'une société ne se réduit pas à sa constitution, mais rien dans une société ne peut se faire avec une constitution déconnectée. 25 ans, quasiment, après sa rédaction, la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 tourne sur elle-même. Elle ignore toujours trois aspects, ou bien beaucoup d'aspects, dont le plus important, c'est l'absence d'effet reflet. La constitution du Sénégal n'est pas encore le miroir magique du pays. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer juste à sa porte d'entrée, en termes de numérotation. Si le préambule de la constitution du Sénégal parle de l'attachement du peuple sénégalais à ses valeurs culturelles et fondamentales, il n'en demeure pas moins que l'article 1er de la Constitution du Sénégal n'épouse pas les réalités de ce pays. Il ignore complètement notre africanité, ignore complètement notre liberté, ignore complètement notre indépendance. Cette formule, je l'ai souvent
proposé. L'article 1er de la Constitution française, on l'a recopié en faisant du recopiage. Mais pourtant, il suffit de lire les constitutions des autres pays, arabes et autres, pour voir que dès la porte d'entrée, ils parlent de leur histoire, de leur, n'est-ce pas, valeur. Ainsi, on devrait parler, par exemple, du Sénégal comme une république africaine, libre, indépendante et souveraine. On ne parle jamais des républiques africaines dans nos constitutions. Et pourtant, notre africanité, nous devons la porter. L'autre chose, c'est que le modèle sénégalais, pour qu'il soit viable, doit pouvoir rappeler notre africanité. Certes, mais au-delà de notre africanité, il faut rappeler aussi notre patrimoine. Pourquoi notre patrimoine? C'est un patrimoine constitutionnel. Et pour ce patrimoine constitutionnel, j'ai pris un aspect. J'ai été au Mali, l'école à Blondin-Bey. Je l'ai dit aux Maliens aussi. Maître Ngagne Touré était là-bas. À ce moment, il était parti en exil. J'ai dit aux Maliens qu'ils avaient fait une belle révolution portée par la jeunesse. Mais malheureusement, le texte malien a oublié la jeunesse malienne. Parce que dans la Constitution, dans le préambule, la jeunesse n'était pas citée. Aujourd'hui, tel est le cas pour le Sénégal. Nous avons l'un des textes les plus aboutis dans le monde, c'est la Charte africaine de la jeunesse, qui n'est pas encore dans nos textes constitutionnels. Et il faut l'élever à la dignité constitutionnelle, parce que la jeunesse a toujours été le porte-étendard des révolutions dans nos pays, et notamment au Sénégal. Et donc, j'en appelle au pouvoir public, et notamment d'ailleurs au ministère de la Jeunesse, pour pouvoir donc, voilà, impulser cela, pour que cette charte puisse permettre aux jeunes de s'impliquer davantage. Cela étant, et cela permettrait d'ailleurs de prendre un contre-pied par rapport à ce que l'on dit des jeunes, que l'espace public s'est rétréci, d'accord, mais la plupart du temps, les jeunes n'ont pas aussi la possibilité de participer aux jeux politiques. Ils sont exclus en termes d'investiture, ils sont exclus en termes de participation. Et au-delà de ça, il n'existe même pas de mécanisme, démocratique, de démocratie semi-directe pour leur permettre d'intervenir. L'autre chose dans ce modèle, c'est qu'il faut un état de droit rétabli. L'état de droit est la forme qui garantit la qualité démocratique d'une société. Mais si vous voyez ce qu'il y a eu récemment comme événement, comme action, on pouvait se douter même de la validité même de l'état de droit. Pourtant, ce n'est pas un concept creux. L'état de droit est pourtant n'est pas né, ou bien l'état n'est pas né état de droit. Il y a eu des strates. Au Sénégal, c'est pareil. Des luttes ont été faites, des luttes ont été menées pour arriver, n'est-ce pas, à des acquis, à la défense d'un certain nombre de libertés, qui pourtant, à un moment donné, pouvaient, n'est-ce pas, être fragilisées, parfois même mis à l'écart, parce que tout simplement, c'était dans les moments les plus difficiles, ou bien pour les besoins d'assouvir peut-être la soif de pouvoir. Aujourd'hui, je voudrais juste dire, idées et institutions doivent donc être de niveau. Pourquoi? Parce que les institutions sénégalaises sont faites sur l'idée que le peuple ne peut pas vouloir. Je le dis et je le répète. Vous regardez toutes les institutions inscrites dans la Constitution, la plupart du temps, il n'y a pas une possibilité d'intervention du citoyen. D'ailleurs, l'une des institutions qui le permettait d'ailleurs était une institution mal aimée, le Conseil économique, social et environnemental, puisqu'il ne pouvait même pas jouer son rôle correctement, d'où sa suppression. Il nous faut donc une nouvelle traduction de cette réorganisation institutionnelle à travers, n'est-ce pas, une nouvelle traduction du principe de la séparation des pouvoirs. Pourquoi? Parce que les citoyens demandent à être associés à la fabrication des lois dans ce modèle. Mais aussi, la Constitution ne doit plus en donner le monopole aux élus seulement. Les citoyens attendent un agencement équilibré des pouvoirs, puisque tout simplement, notre modèle confond pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et même médiatique, et le président de la République a eu même à le dire. Il faut aussi dire que les citoyens réclament des espaces publics de délibération pour en finir avec, n'est-ce pas, le passé. Parce que tout simplement, le passé se dissout dans un bien commun qui, la plupart du temps, en réalité, est associé à un bien personnel. Ils souhaitent une reconnaissance d'un pouvoir décentralisé, c'est-à-dire organiser une gestion qui ne se retrouverait pas ou bien qui ne s'apparente pas à une organisation jacobine des territoires, parce que tout simplement hérité de la colonisation. Mesdames et messieurs, messieurs, dames, dernier axe, la bonne gouvernance, des ressources
des biens publics et du patrimoine public. Depuis 2016, ces aspects ont été inscrits dans la Constitution, mais dans la réalité, jamais traduits. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas voulu, ou bien on n'est pas toujours dans un système d'instauration d'une culture, n'est-ce pas, de la transparence, de lutte contre la prévarication des ressources à des fins mercantilistes. Pour ce faire, la transparence doit être le principe fondamental, accompagné, n'est-ce pas, de redevabilité. Et à ce niveau, l'Assemblée nationale du Sénégal devrait jouer son rôle pleinement. L'Assemblée nationale, depuis 2016, a une nouvelle compétence, celle qui est adossée à la compétence moderne des assemblées, c'est-à-dire le contrôle-évaluation. Il n'y a jamais eu de rapport d'évaluation de la part de notre Assemblée nationale, de 2016 à maintenant. Il faut aussi accorder, n'est-ce pas, beaucoup plus d'importance à nos corps de contrôle à un niveau bien élevé pour leur permettre tout simplement de signaler beaucoup de manquements, mais aussi de sanctionner en cas de besoin, mais d'aller aussi vers la pédagogie. Cela permettrait de renforcer des politiques sociales, car il y a une nécessité d'orienter les investissements de manière prioritaire, capacitation, autonomisation concrète des populations. Et sur ce point, il y a lieu de remettre en cause notre modèle par des évaluations périodiques. Il faut le renforcement de la participation citoyenne. Je l'ai dit tantôt, le processus de délibération au Sénégal est très rétréci. Il faut le réinventer. Il faut aussi des luttes nouvelles, mais aussi il faut des mesures d'incitation pour les populations afin qu'ils puissent participer aux jeux politiques, mais aussi à la transformation de ce pays. En dernier lieu, un mot qui revient et qui englobe tout, la souveraineté. À l'origine, la souveraineté était un pouvoir de commandement illimité. Aujourd'hui, la souveraineté, donc voilà, connaît deux versants, interne et externe. Mais nous ne vivons pas seuls. Nous sommes avec, n'est-ce pas, des voisins. Un pays fait son histoire, mais subit sa géographie, disait quelqu'un. Et là, le Sénégal, je pense, a toujours été le porte-étendard d'un certain nombre de réformes partout en Afrique, que ce soit la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, que ce soit même la Charte africaine de la jeunesse. Aujourd'hui, nous devons nous réinventer à ce niveau, parler avec nos voisins pour que tout simplement qu'il y ait de nouvelles dynamiques. La CEDEAO, quelles que soient ses difficultés, pourtant, a créé l'une des juridictions les plus fécondes dans le monde, c'est-à-dire la Cour de justice de la CEDEAO. Ces 50 dernières années, pourtant, c'était une réussite de la part des politiques. Donc, nos politiques peuvent faire, et parfois même peuvent bien faire. Cela étant, donc, il faudrait tout simplement, à ce niveau, que l'on puisse avoir la souveraineté dans tous ses versants militaires, économiques, politiques et sociaux. Mais cette souveraineté, elle doit aussi être défendue. Si elle doit être défendue avec patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi? C'est tout simplement se battre pour son pays. Car un patriote, c'est quelqu'un qui se bat pour son pays. Dans être ou ne pas être, on peut savoir donc qui est patriote ou qui ne l'est pas. Mais devenir patriote, c'est un processus de tous les jours. Je vous remercie. J'espère que